du coup de démarrer ce conseil municipal, j'ai reçu les pouvoirs de Charles Herman Gomez, qui donne pouvoir à Julien Creusin, de Nathalie Houdier, qui donne pouvoir à Daniel Masson, de Marc Lebrun, qui me donne pouvoir, d'Éric Gavaret, qui donne pouvoir à Yvan Rac, de Séverine Limon, qui donne pouvoir à Caroline Barbiche, de Kevin Roplace, qui donne pouvoir à Véronique Bode, d'Édouard Cassel, qui donne pouvoir à Ulysse Renard, et de Amaury Hubert, qui donne pouvoir à Vincent Quiconquois. Je pense qu'on a fait le tour des pouvoirs. Et il n'y a pas d'autres. Et les retardataires qui vont arriver. Très bien. Je remercie Véronique Desruas d'avoir accepté le poste de secrétaire. Avant de débuter, j'avais trois points à voir avec vous. Concernant la délibération sur la DIP, vous avez sur votre table un complément qui est apporté à la délibération. J'ai souhaité que vous l'ayez sous format papier pour prendre part au débat. C'est simplement que vous ayez connaissance de cet élément. Vous avez également... C'est quelque chose qui est différent de ce qu'il y a dans le... Oui, tout à fait. Ah, c'est quelque chose de différent. Juste, on a mis un paragraphe supplémentaire. Donc je viendrai quand je l'expliquerai pour la DIP. Simplement un complément, une précision apportée à la page 39 du document. Voilà. Okay. Qui vous a été donné. On vous a donné aussi la délibération sur le vœu concernant la collecte des déchets, qui a fait l'objet d'un travail en commission et d'une rédaction nouvelle en commission qui est différente de celle que vous avez reçue dans vos documents de conseil, donc également déposée sur votre table. On en débattra en fin de conseil. Et puis, je vous proposerai aussi qu'on aborde les points 6, si je ne me trompe pas, 6 et 15 en même temps, parce qu'ils concernent le même sujet. C'est les services d'abri vélo sécurisés. En fait, le point 6, c'est le mandat de collecte des recettes. Et le point 15, c'est les conditions d'utilisation. Donc autant qu'on présente les deux délibérations en même temps. Voilà, on entame. Donc je vous propose de passer au point 1, la validation du procès verbal du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez une petite seconde, parce que je vais regarder si il faut regarder. Donc c'est pas pour moi, la question c'est pour Amaury. Il dit que les comptes rendus de juin et de juillet de 2025 sont toujours pas sur le site de la mairie. Quand le sont-ils? Et puis je répondrai par mail. Okay. Et sinon il est pour. Bon. Sinon il est pour. Ok, très bien. Donc on passe au vote. Donc nonobstant ces remarques, qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Donc la délibération numéro 1 est adoptée. Le point 2, il s'agit d'une délibération concernant le dossier de déclaration d'intérêt public du forage d'eau minérale Harmonie à Divonne-les-Bains et des périmètres de protection associés. Vous le savez, on a engagé depuis maintenant plusieurs années. Je crois que ça a été lancé avant 2019 et réaffirmé en 2019 au moment de l'arrêt du projet d'embouteillage de l'eau de Divonne-les-Bains. La nécessité et la volonté de ce conseil municipal de procéder à la mise en place d'une déclaration d'intérêt public pour protéger nos sources, à la fois le forage d'eau minérale Harmonie et le forage d'eau minérale Mélodie. C'est un travail pour lequel nous avons été accompagnés par la société Antea qui connaît bien les sites et les sources de Divonne-les-Bains pour avoir accompagné la ville depuis la fin des années 90, à la fois pour le classement des sources, mais également pour la mise en place des protections existantes, en tout cas des contrôles qui concernent les sources aujourd'hui. Le travail sur la DIP, ça a été un travail administratif long, qui aujourd'hui aboutit à une phase de validation par le conseil municipal d'un dossier qui sera ensuite transmis au service du préfet, donc de la préfecture, et qui suivra ensuite un processus réglementaire assez normé. Une fois que le dossier a été reçu en préfecture, le préfet mettra en place une enquête publique, donc il fera désigner un commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur rendra son rapport. Le dossier sera ensuite soumis à ce que l'on appelle le CODERS, une commission départementale. Ensuite, il sera transmis au ministre chargé de la santé par le préfet et ça sera
un décret en Conseil d'État qui assignera le périmètre de protection de la source d'eau minérale Harmonie. Donc on voit qu'on a une étape du processus, le processus est encore long, et on sait aussi, après avoir pris la tâche avec les services de l'État, qu'aujourd'hui il y a une difficulté pour désigner des commissaires enquêteurs. Donc j'imagine que l'enquête publique n'interviendra pas avant 6 à 9 mois, le temps qu'un commissaire enquêteur soit désigné par le tribunal administratif, au regard notamment de l'ensemble des procédures d'urbanisme en cours avant les élections municipales. Voilà pour le premier point, en termes de procédure. Le deuxième, ça a été un travail qui a été fait avec les services de l'Agence régionale de santé, parce que je le rappelle, et je crois que je l'ai déjà dit dans ce conseil municipal, on souhaitait que la protection de nos deux forages soit une protection maximale en termes de périmètre. Dans les premières cartographies, les premiers éléments de discussion que nous avons eus, nous avions proposé, la ville avait proposé un périmètre qui englobait une grande partie, la totalité de la ville de Divonne, une partie de la commune de Grilly, une partie du secteur de Venanty, et aller jusqu'à Gex, c'est-à-dire presque jusqu'aux crêtes du Jura, pour protéger au mieux nos ressources en eau. Dans les discussions que nous avons eues avec l'ARS, cette agence nous a indiqué très clairement que nous étions trop volontaires dans notre protection et que si nous voulions faire aboutir ce dossier de DIP, il fallait avoir un périmètre plus réduit. Et c'est celui aujourd'hui qui est proposé dans le cadre du dossier qui vous est proposé pour validation. C'est un périmètre qui comprend deux secteurs. Un secteur de zone d'émergence, autour de la zone d'émergence, qui est une zone de protection rapprochée, et ensuite une zone de protection éloignée, qui correspond à un périmètre plus long. Pourquoi ces deux périmètres ont été déterminés? Parce que découlent de ces deux périmètres des interdictions et des réglementations d'usage, de construction, qui varient selon si on est à proximité ou un peu plus éloigné des forages. Ces deux périmètres couvrent une superficie pour le périmètre proche de 2,39 km² répartis sur les communes de Divonne-les-Bains et sur la commune de Grilly, et sur le périmètre de protection énergie sur une surface de 3,87 km² également sur ces deux communes. Pour être complet, le dossier a également été examiné par un hydrogéologue agréé, expert, qui a été désigné par l'État pour analyser notre dossier. Il a lui-même fait quelques remarques qui ont été reprises par les services de l'État. Ce zonage permet d'établir en fait des réglementations, des interdictions et des recommandations. Pour vous donner quelques exemples de ces interdictions, dans la zone de protection rapprochée sont interdits les enfouissements des cadavres d'animaux, les épandages de boue de stations d'épuration et la création de nouvelles sondes géothermiques verticales, la création de dispositifs géothermiques horizontaux à faible profondeur, donc inférieurs à 3 mètres, restent autorisés. Sont réglementés l'étanchéité des réseaux d'eau usée, les ouvrages existants d'accès à la nappe qui doivent être protégés par une fermeture étanche et verrouillée. Tout projet d'excavation et de fouille supérieur à 3 mètres de profondeur, incluant les forages et les puits, sont soumis à déclaration auprès des représentants de l'État. Cette déclaration devra être transmise par la mairie et le pétitionnaire de manière à être examinée et doit faire l'objet d'un avis du CODERS. Donc en fait, il y a toute cette procédure pour obtenir certaines autorisations. Dans les zones de protection éloignées, on retrouve les mêmes types d'interdictions, celles que j'ai évoquées préalablement, et dans les règlements, on trouve une partie des mêmes mesures. La seule différence concerne des dispositifs d'assainissement autonomes qui sont autorisés sur des secteurs déjà existants, l'exploitation des mesures liées à l'exploitation de la forêt, notamment la coupe à blanc d'une surface supérieure à 50 arts sont interdites, tout comme la réalisation de coupe à blanc. Donc ça va avoir des impacts sur la gestion de la forêt, notamment sur le périmètre du Mont-Mussy. Et tout projet d'exploitation est réglementé aussi, mais pour cette fois-ci supérieur à 10 mètres de profondeur et non pas 3. Comme tout à l'heure, ils sont soumis également à un dossier de déclaration à remettre auprès des services de l'État. Voilà les quelques règles qui sont posées dans le cadre de ce dossier de DIP. C'est aujourd'hui
C'est un avis, on vous propose un dossier qui a reçu un avis favorable des services de l'Agence régionale de santé, dont l'avis sera joint au dossier transmis également à la préfecture. Et c'est un dossier pour lequel nous nous réjouissons qu'il puisse avancer ce soir, parce que on aurait aimé que la protection soit plus importante. En tout cas, on s'engage dans une première étape de protection qui est conforme à nos orientations politiques et à notre volonté de préserver une des richesses de la vie qui est l'eau minérale et notamment les eaux minérales classées. J'apporte aussi 2 précisions. La première, c'est que cette DIP porte uniquement sur le forage d'eau minérale naturelle Harmonie. Le forage Mélodie n'est pas concerné par cette protection parce qu'il n'y a plus d'autorisation de prélèvement sur le forage Mélodie au regard de l'abandon du projet d'embouteillage de l'eau. Donc les services de l'État nous ont demandé de ne faire porter ce dossier que sur le forage d'eau minérale naturelle Harmonie. Et je vous précise également que dans le dossier qui vous a été remis, il y a un addendum qui devra être fait à la page 39 dans le paragraphe 5 où il est précisé que les périmètres ont été définis au vu des études menées par l'hydrogéologue et son avis. Et le paragraphe 4.3 du même document fera mention de ces études réalisées par l'hydrogéologue. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur ce dossier de DIP. Je complète aussi mon propos, et j'en terminerai par là avant de laisser la parole à l'Assemblée, que nous avons également reçu un avis favorable pour l'exploitation de la source de l'eau minérale naturelle de la source Harmonie pour la réalisation d'une buvette publique. Comme nous y étions engagés, l'autorisation administrative a été donnée. Maintenant, il y a tous les dossiers d'urbanisme qui vont permettre la construction de cette fontaine publique sur le secteur d'Arbert. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce dossier. Monsieur Picampoin. Donc là, je vais parler au nom d'Amaury. Bertrand s'occupera de notre groupe. Je vous lis ce qui m'a notifié. Donc, vouloir protéger nos sources est une bonne chose, mais le périmètre inclus n'est pas complet. Les nouveaux périmètres de protection de cette DIP vont à l'encontre des préconisations du BRGM en 2003. Ce périmètre exclut la zone comprenant l'ancienne carrière de Rianmont, aujourd'hui ISDI. On note au passage que le nom de Rianmont a été remplacé par celui de Molière. Pourtant, la nouvelle DIP admet que la zone de Rianmont, proche de la faille du même nom, est potentiellement une zone d'alimentation de l'eau minérale et qu'on ne peut pas exclure un risque de contamination venant de cette zone. Alors, ici le rapport. Alors, désolé, ça va écrit très petit. En résumé, la vulnérabilité intrinsèque du gisement hydrominéral de Divonne-les-Bains est considérée comme faible au droit de la zone d'émergence, élevée dans la zone de réinnotation Montmussy-Horst du Riamont, justifiant la nécessité de maîtriser le développement de l'urbanisation dans ces secteurs. Donc il dit qu'il est incompréhensible que les nouveaux périmètres de cette DIP n'incluent pas la zone actuelle de l'ISDI de Riamont à Besançon. Donc après il pose des questions. Avez-vous pensé à des solutions pour ce problème ? Quelles mesures allez-vous prendre pour limiter les risques de pollution de la carrière de Besançon sur notre ressource d'eau minérale ? À ce sujet, Bertrand, vous avez posé la question du remplissage de la carrière en conseil municipal il y a quelques mois et vous aviez dit que vous alliez vous renseigner. Où en est-on exactement du taux de remplissage de cette ISDI ? Je laisse Bertrand poser d'abord votre intervention sur la réponse globale. Une réponse globale, mais je crois qu'il y a en tout cas certaines questions qui sont relativement précises. Donc, oui, mais je vais déjà répondre. Je crois qu'on avait lancé ce dossier effectivement il y a quelques années ensemble suite à l'arrêt du projet d'embouteillage, d'usine d'embouteillage. Donc l'idée c'était de protéger un bien commun et pas de protéger une eau destinée à l'exploitation. Donc la première chose c'est quand on voit qu'effectivement il n'y a plus de la source Mélodie dans le périmètre, dans le champ d'études. C'est un peu contraire à l'idée qu'on s'était faite de cette DIP, qui était effectivement plutôt de protéger un bien qui appartient à tous les Lyonnais plutôt que protéger un bien qui pourrait être utilisé pour une exploitation soit industrielle, soit pour des fins commerciales ou même particulières.
La deuxième chose, c'est qu'on avait démarré ce projet avec la volonté réellement de protéger nos nappes en protégeant l'impluvium, et sur la base de la modélisation qui existait, réalisée par ANPEA, mais aussi par différents experts qui avaient contribué à ce dossier. Et aujourd'hui, on voit que le périmètre de protection est réduit comme peau de chagrin, qui diminue régulièrement et qui finalement on se retrouve avec une protection qui est davantage, vous l'avez dit, qui répond à des orientations politiques, mais qui ne répond pas forcément à des obligations techniques pour la protection de nos nappes d'eau minérale. Donc on voit effectivement que l'objet même de cette DIP a été un peu dévié et qu'on a aujourd'hui une protection qui va être monsieur le maire, c'est très réduite et sans doute d'ailleurs insuffisante. Le sujet de l'ISDI est un vrai sujet parce qu'on va contraindre un certain nombre de particuliers sur des fouilles à 3 mètres. D'un côté, on peut mettre des milliers de tonnes de matériaux inertes, plus ou moins inertes d'ailleurs, sur une décharge et ça ne pose pas de problème. En tout cas, d'ailleurs, les sources de mineral n'étaient pas dans le dossier de construction d'ici. Donc là, on voit aussi qu'il y a des étanchéités étranges qui ne sont pas liées à la nature du sol, mais des étanchéités politiques dans le traitement de ces dossiers. Dommage parce que je pense que l'objectif était vraiment de protéger quelque chose dont on aura besoin à l'avenir, c'est-à-dire une ressource d'eau, qui est un bien commun, et on se retrouve en face d'un projet qui est davantage une espèce de compromis un peu tiède, piloté par l'ARS, si j'ai bien entendu vos propos, pour arriver à quelque chose qui est relativement insuffisant. Nous, nous abstiendrons sur ce dossier. Alors j'ai essayé de répondre d'ensemble. Oui, moi je ne suis pas forcément satisfait des périmètres qui sont proposés, mais je suis assez pragmatique et je préfère qu'on arrive à avancer sur la protection en mettant en place une DIP plutôt que discuter ou ne pas faire aboutir ce projet qu'on a essayé dater depuis 2019-2020, mais qui était déjà ouvert depuis maintenant, je pense, pas loin d'une dizaine d'années, voire un peu plus, et qui n'avait jamais trouvé possibilité d'aboutir parce qu'il y avait des oppositions à la mise en place de cette DIP, parce que ça génère quand même des contraintes. Elles sont peut-être mineures, mais ça génère quand même quelques contraintes, et je pense que dans le cadre des enquêtes publiques qui vont s'ouvrir, on risque de voir des gens qui vont défendre le projet en demandant d'aller plus loin, mais aussi des gens qui vont s'opposer au projet parce qu'il y a des contraintes liées au projet. Pour avoir discuté avec les communes voisines, on peut s'imaginer que Grilly ait une position qui soit plus légère, en tout cas en termes de protection, que celle que nous souhaitons, ou en tout cas qu'on souhaite mettre en place ce soir. C'est le premier élément. Oui, c'est insatisfaisant, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à avancer sur ce dossier de DIP. Comme vous, je regrette que l'ARS, en tout cas que les services de l'État, ne nous aient pas autorisé à pouvoir mettre également le forage Mélodie au sein de cette DIP. On peut imaginer toutefois que les contraintes qui sont liées à la zone de proximité, à la zone éloignée, nous permettent d'avoir le même type de protection pour les deux forages en termes de réglementation. Il s'agirait ensuite d'œuvrer pour voir de la manière dont on peut agir, ou le conseil municipal agira, pour modifier le périmètre et continuer à intégrer, continuer le travail avec les services de l'État pour modifier cette DIP. Ça, à mon avis, c'est le premier point. Le deuxième, sur l'ISDI de Besancy, c'est un sujet pour lequel on rencontre avec l'association Stop Embouteillage l'autorité compétente, c'est-à-dire l'agglomération du Pays de Gex et les services de l'État. Je crois que la rencontre est prévue au mois d'octobre. On avait, nous, fait des réserves et des remarques et des compléments au dossier quand on avait examiné ce dossier et mis en analyse dans le cadre du conseil municipal. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite vérifier, sous l'égide aussi de Stop Embouteillage, on souhaite avoir des éléments d'information sur ce dossier d'ISDI de Besancy. Pour le chiffre, c'était la question d'Amaury, l'agglomération ne l'a pas communiqué, donc dès que je l'aurai, je vous le communiquerai. Et j'espère qu'on l'aura dans le cadre des réunions que nous aurons avec les services de l'État qui sont prévues au mois d'octobre prochain. Voilà en quelques mots ce que je pouvais répondre. Je prends note de votre abstention sur ce dossier.
Je fais le vote de moi Hubert. Oui, c'est abstention aussi. Un peu sur la déception, c'est ça quoi. Mais comme nous. Le principe de l'abstention, c'est justement de ne pas s'opposer à un pas qui est un pas symbolique important. Après, techniquement, on est assez loin et il faudra faire vivre aussi ces mesures. Je pense que d'ores et déjà, dès le départ, les mesures qui étaient proposées par l'ANPEA étaient relativement peu contraignantes. Je note parfois que parmi les oppositions qu'il pourrait y avoir à cette DP, alors que des DP qui ne concernent pas que les bonnes, il y a même plus de projets qui intéressaient directement la communauté d'Yvonne, le projet économique. C'est vraiment une source qui appartient à tout le monde. Il y a des géométries variables aussi sur les oppositions à la défense de l'environnement. C'est-à-dire que quand on va faire une décharge, il y a des communes qui vont se mobiliser fortement, donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. C'était moins le cas d'ailleurs sur Guisy des Molières. Quand il s'agit de protéger préventivement une nappe, on est beaucoup plus réservé. Si des fois on ne pouvait pas creuser à plus de 3 mètres, ça serait vraiment un souci. C'est quand même, des projets énormes. Les contraintes qui sont posées sont vraiment légères. On aurait pu aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on avait envisagé au départ quand on a rencontré l'ANPEA pendant ce projet. Donc on se retrouve avec des mesures qui sont très légères, sur un périmètre qui est très restreint. Oui, on s'abstient pour pas. Voilà, on est de bonne volonté, on a envie que le principe de la DIP avance, de la protection soit ancré, mais on est très loin compte. On se rejoint, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi donner un signal par rapport à ce projet-là. Je vais permettre de le faire avancer. Parce que sinon, on peut se retrouver encore dans une année à rediscuter de périmètre, à rediscuter de contraintes, et on n'arrivera pas à faire avancer. Après, on a d'autres biais pour renforcer des contraintes dans les secteurs qui sont concernés. Et les documents d'urbanisme doivent nous aider aussi à essayer de trouver quelques biais complémentaires. Voilà. On est bon sur ce point-là, donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. 5. Bertrand, prenez le pouvoir, ou Isabelle, pendant le temps que le match arrive. Donc 5 abstentions. Donc le dossier est validé. Merci. Le point 2. Je remercie aussi l'ensemble des services qui ont travaillé sur ce dossier. Il est techniquement relativement compliqué. Le point 2, il s'agit de. Le point 3, pardon, il s'agit du reversement de la redevance sur les paris hippiques perçus par la commune à la Société des courses sur l'exercice 2025. Donc, comment on le fait chaque année? On reverse les 50% des paris hippiques de l'hippodrome que nous touchons. Les autres 50% sont touchés par l'agglomération de Pays de Gex. Et on les reverse à 100% pour l'activité de la Société des courses. Et cela représente cette année un montant de 15 703,52 €. À titre de comparaison, en 2024, le montant était de 14 220,65 €. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point 3 est validé. Le point 4 et le point 5, c'est le même principe de délibération. Il y a 2 délibérations, ça concerne 2 projets. Donc la société Solar soumettra à son assemblée générale du 1er décembre 2025 un projet de fusion-absorption par sa société mère qui s'appelle 1001 Habitat, qui prendra effet le 31 décembre 2025. La société 1001 Habitat se verra alors transférer l'intégralité des droits et des obligations de la société absorbée par voie de transmission universelle de patrimoine. Donc à cet effet, il convient que la garantie d'emprunt accordée à la SA HLM Logement Alpe-Rhône, donc la société Solar, soit également transférée à la société absorbante 1001 Habitat. Pour la délibération numéro 4, cela concerne une opération de 19 logements collectifs dans le programme de l'Intemporel situé rue Marcel Antonio. Et dans la délibération numéro 5, il s'agit de l'opération de 8 logements collectifs dans le programme Love IVA situé au 296 avenue Marcel Antonio. Donc il vous est proposé ce soir d'acter le principe du maintien de la garantie d'emprunt auprès de 1001 Habitat pour les 2 programmes cités. Donc sur la délibération numéro 4, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose que l'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc la délibération numéro 4 est validée à l'unanimité. La délibération numéro 5
un principe. Donc est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le 5 est validé. À l'unanimité, merci. Ensuite, comme je l'ai évoqué en thème, je souhaite qu'on aborde les deux sujets qui sont liés à la mise en place de services d'abri vélo sécurisés en même temps. Je vous propose qu'on vous présente le point 15, qui est le règlement des conditions d'utilisation. Ensuite, qu'on vous présente la convention de mandat pour la perception des recettes au titre de l'exploitation du service. Ça me paraît plus logique de le faire dans ce sens-là. Je laisse la parole à Tidiane pour présenter la délibération numéro 15. Bonsoir à tous. Donc effectivement, cette délibération concerne la mise en place de box sécurisées pour les vélos, deux box de 6 places chacun, se situant pour l'un à l'ancienne gare et le second à la douane de Chavannes, la douane côté Chavannes de Bougie. Donc ces box sont des box individuelles qui sont ouvertes à toute personne souhaitant bénéficier du service, qui se verrouillent et se déverrouillent en autonomie par l'utilisateur via une application gérée par le fournisseur de ces box qui s'appelle La Ruche à Vélo. Donc ces box, nous avons pris la décision de les mettre en place pour diverses raisons. La première, c'est pour encourager la mobilité durable et proposer des services supplémentaires aux personnes qui font ces efforts-là. Leur localisation permet aussi d'encourager l'intermodalité, notamment vélo-bus. Et puis, nous avons aussi profité d'une aide substantielle qui nous a été fournie sur l'achat de ces box-là. Et cela répond à la question qui risque d'arriver, pourquoi il n'y en a que deux? C'était en partie lié à cette subvention que nous avons obtenue. Donc, dans le mode de fonctionnement, ces box, nous proposons la gratuité pendant les 12 premières heures consécutives, et puis ensuite un tarif qui sera de plus en plus important au fil des heures qui passent, et pour 24 heures, on a une facture de 2 €. Ces tarifs ont été faits en relation avec ce qui se fait dans notre région. Fernet a installé dans un autre système, mais ce sont des box non pas individualisés mais communs depuis quelques mois, et puis assez proche de nous, à Annecy, on est aussi sur cette application. Pour le moment, on ne propose pas d'abonnement mensuel ou annuel, parce qu'on souhaite d'abord faire une période d'étude, voir comment ces box sont utilisés par le grand public, et voir surtout s'il n'y a pas de dérive pour que des gens s'en servent comme leur garage privé, ce qui n'est pas le but. Donc à l'issue de cette période de test, peut-être fera-t-on évoluer vers des abonnements, si ça fonctionne bien, ou un déploiement avec un nombre supérieur de box, si nécessaire. Voilà, donc ça, il s'agissait des conditions d'utilisation. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Alors, Isabelle Groffier, je vous laisse commencer. Je voulais juste savoir, vous avez parlé d'une subvention, elle émane de qui? Alors, j'ai plus l'organisme en tête, mais c'est un organisme dont la fonction est de déployer, d'aider à la mobilité douce. Donc on a eu quasiment la totalité des box payées par cela, et une des raisons de leur installation maintenant, c'est qu'il y avait un délai. Et voilà, on a su l'information assez tardivement, et finalement on a quand même réussi à faire en sorte que notre commande soit validée dans ce contexte-là. Et je pourrais vous transférer le nom exact de l'organisme en demandant le service dès demain. Monsieur Quican. Ouais, c'est bon. Pour Monsieur Guillet. Donc, alors, je pense qu'il parle de la délibération 15. Donc, donc cette délibération est un premier pas, apporter 12 premières places de parking couvertes pour les vélos sur la commune. Mais une fois de plus, la transition écologique se fait à minima,
Pas de possibilité de réserver à l'avance son parking sur l'application. Du coup, on ne peut pas arriver au parking et pouvoir être sûr de garer son vélo. Et il n'y a pas de prise électrique sur ces parkings, ce qui aurait permis de recharger éventuellement des vélos électriques, puisque c'est de plus en plus populaire. Voilà. Donc, Amaury votera contre la 15, mais pour la... Voilà. Pardon. Donc, comme je l'ai dit dans mon premier propos, la possibilité de réservation et les services supplémentaires tels que des abonnements seront évalués à l'issue d'une période entre 3 et 6 mois d'utilisation. Aussi la réservation. Oui, tout à fait. Parce qu'on a des possibilités, donc c'est une application, on a des possibilités techniques assez simples, il suffit de le demander au fournisseur. Et donc, c'est une possibilité. Pour l'instant, on n'a pas prise, pour les raisons que j'évoquais. Et pour les prises électriques? Alors, concernant les prises électriques, donc il y a divers impacts quand on veut mettre en place des prises électriques. Donc, dans un premier temps, on ne l'a pas fait. C'est également une possibilité d'évolution. Et la même raison s'applique, c'est-à-dire qu'on veut voir quel type de personnes, quel type de vélos sont utilisateurs de ces box-là pour éventuellement adapter. Est-ce que les box sont évolutifs en fait? Oui, en fait, ils peuvent être déplacés si on le souhaite également. Donc ils sont fixes, mais ils peuvent être déplacés. Et puis il y a une évolution technique qu'on peut prendre avec le fournisseur, Oui, évidemment en mentionnant un certain. La puissance, c'est pas énormément de puissance à avoir pour les vélos. Non, c'est comme les recharges des vélos qui sont en libre-service. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Donc c'est possible d'évoluer. Tout à fait. Et ça, donc, notre position actuelle a été faite à dessein, encore une fois, parce qu'on est dans une période de test. D'autres remarques, Monsieur Augustin? Pardon, Je ne sais pas si j'ai manqué quelque chose, mais j'arrive pas à voir le montage financier en fait. Combien ça coûte à la commune, combien on touche de subventions, etc. Est-ce qu'on a cette information? Parce que là, on s'engage quand même sur un contrat qui, je pense, engage les moyens de la commune. Et j'ai pas vu. Oui. Donc, la subvention qu'on a eue représente presque la totalité de l'installation. Concernant les premières questions, là aussi, je demanderai au service de vous envoyer sur le conseil municipal le détail, parce que je n'ai plus en tête, ceci ayant été traité au mois de mai. Mais l'abonnement que nous avons pris avec la ruche à vélo est un abonnement relativement minimal, puisqu'il ne contient pas des services tels que ceux évoqués, de prise électrique, de réservation, etc. Mais demain, vous aurez la réponse par mail. Actuellement, on est sur un investissement sur de 40 000 € pour la collectivité, subventionné quasiment à hauteur de 100%. Moi, j'ai compris dans les quotidiens, la première intervention, qu'on achetait les box, donc on est des propriétaires, finalement on s'abonne pour l'exploitation. On est propriétaire, et puis on paye un service. Voilà, on va prendre le micro, mais juste, ça me semble quand même important avant de pouvoir voter une délibération, pour comprendre comment ça fonctionne, et puis les montants qui sont en jeu. Alors, 40 000 €, peut-être, c'est déjà une information qui est importante, mais ça reste relativement fou comme information pour qu'on puisse voter une délibération comme ça. Je vais accorder. Donc, on en est propriétaire. La subvention, le coût total est légèrement inférieur à 40 000 €, c'est 39 500. Et effectivement, comme je l'ai dit, ça a été quasiment subventionné à 100%. Le coût qui reste à la charge de la commune est celui de l'abonnement au service, dont vous aurez les détails demain par mail. Et les montants de l'abonnement? Donc vous aurez les détails demain par mail, je les ai plus en tête. Un ordre d'idée ou pas, combien ça va coûter à la commune? Parce que c'est ça qui va rester à la charge de la commune. Quelques milliers d'euros, j'hésite, autour de 5 000 € de mémoire. Par an? Oui. En tout cas,
les informations ont été données. On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Honnêtement, c'est une information pour moi, c'est compliqué. Après, bon, faites comme vous voulez. Mais, autant on peut être favorable à un projet de box et un projet de créativité durable, mais on a passé une décision. C'était dans les décisions passées au conseil municipal. On redonnera les informations. Bref, donc je compte. Donc, pas de contre. Si, un contre. Non, mais là, on est sur la 15. Sur la 15, il y a un En contre, voilà. Sur la 15, en contre. oui. Mais oui. Non, Et sur donc abstention, 4. Parfait. Donc la 15 est validée. La 6. La 6, en fait, c'est la convention de mandat pour la perception des recettes au titre de l'exploitation du service d'abri vélo sécurisé. En fait, c'est l'application. C'est la ruche à vélo qui collectera les recettes du service et qui le reversera intégralement à la ville. Donc c'est ça l'objet de la convention. C'est pour ça que je voulais plutôt d'abord qu'on passe les conditions d'utilisation, plutôt que passer la convention de mandat. Donc sur ce point 6, est-ce qu'il y a des remarques? C'est assez classique. non. Pas de remarques, on s'en réjouit. Donc on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Pas d'abstention. Donc la 6 est validée à l'unanimité. Merci. Le point 7, Daniel. Bonsoir à tous. Nous sommes sur un avenant pour les travaux de clôture de la gendarmerie. Je vous rappelle que nous avons attribué un marché à la société FCE pour un montant de 129 000 €. Les travaux vont bientôt démarrer d'ailleurs. La gendarmerie nous demande 2 prestations supplémentaires. Ils souhaitent qu'un portail, l'établissement comporte 2 portails, un en fonctionnement et l'autre qui était plus ou moins condamné. Pour des raisons d'organisation de la gendarmerie, séparation entre les familles et l'activité de la brigade, la mise en service de ce deuxième portail est souhaitée. Donc il faut le remplacer. Et en parallèle de cet équipement, il souhaite aussi qu'on complète l'installation de lisses défensives sur les portails et les portillons distants pour renforcer la sécurité de ce site qui est, je vous rappelle, un site militaire. Donc le montant de l'avenant pour le portail, 5 985 € hors taxe, et pour les listes défensives, 715 €. Le dossier a été vu en commission d'appel d'offres et en commission de travaux et a reçu un avis favorable. Merci Daniel. Des remarques? Pas de remarques, on passe au vote. Donc qui est contre? Bien. Le point 7 est validé à l'unanimité. Point 8. Nous sommes encore sur des avenants, cette fois sur les travaux de transformation du restaurant Le Nautique en salle polyvalente. Je vous rappelle que les travaux sur le restaurant Nautique sont en cours actuellement. Dans le cadre de cette opération, une procédure d'attribution des marchés des travaux composée de 9 lots a été engagée en 2023 par la commune, et ce au terme de 3 délibérations, respectivement le 21 mars 2023, le 11 juillet 2023 et le 20 octobre 2023. Alors que le chantier portant sur l'immeuble a débuté le 22 janvier 2024, des travaux supplémentaires et modificatifs se sont avérés nécessaires pour mener à bien ces opérations. L'ensemble de ces points a d'ailleurs été vu lors de la récente commission de travaux. Les travaux supplémentaires et modificatifs ont un impact sur le montant des lots suivants et impliquent une augmentation de leurs montants respectifs. Pour le lot 2, démolition gros œuvres, qui est attribué à l'entreprise FH Construction, une augmentation de 7,45%, soit 14 860,36 € hors taxe. Pour le lot 5, menuiserie intérieure bois, qui est attribué à l'entreprise Ninet Frères, une augmentation de 19%, soit un montant de 32 211,47 € hors taxe. Pour le lot 6, revêtement de sol dur attribué à l'entreprise Tachin, augmentation de 5,08%, soit un montant de 1833,34 € hors taxe. Pour le lot 8, chauffage, rafraîchissement, qui est attribué à l'entreprise AFG2, une moins-value de 2,75%, soit un montant négatif de 7 098 €. Ce dossier a été vu en commission MAPA du 4 septembre 2025 et en commission de travaux du 2
du 9 septembre 2025. J'ai demandé d'approuver donc le montant de ces avenants. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Augustin. Oui, une intervention, pas sur le contenu des travaux ni des avenants, puisqu'elles ont été détaillées en commission, donc on a pu en prendre connaissance. Et c'est sur le report de la livraison de cette salle, qui est, chaque année, on se dit ce sera fini avant l'été, puis après ce sera fini à la rentrée, et puis ça fait des années que ça traîne comme ça, et que les associations et les particuliers libonnais qui attendent cette salle en pâtissent. Donc, on découvre des choses, ok, mais est-ce que, on aurait sans doute pu anticiper un certain nombre de découvertes. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est un chantier qui dure, et c'est ça dont on a besoin. Au-delà de ça, ça mobilise une énergie, un temps pour les services de la commune voilà, on fait ça au lieu de faire de mener d'autres projets. Donc c'est une vraie difficulté. On en a aussi parlé en commission de travaux parce qu'il y a tellement de choses à faire dans notre commune pour améliorer le cadre de vie, sur tous les sujets, sur l'entretien du patrimoine, etc. Et on se retrouve avec des projets comme celui-là qui durent des années, alors que ça a dû être vraiment réalisé dans un temps plus contraint. Voilà. Sur les avenants, etc., on fait ce qu'on peut en fonction de ce qui est trouvé. Je crois que c'est aussi ce qui a été expliqué, je crois que les services font mieux, mais sur l'étalement de ce chantier, c'est une vraie difficulté. Très bien. On revient sur la question du retard du chantier. Ce qui ne nous empêche pas quand même de conduire d'autres chantiers dans les villes, et notamment celui de la rénovation de l'école qui débute demain avec la livraison des AGECO. On ne partage pas tout à fait le même transfert, mais en tout cas oui, c'est un chantier dont on n'est pas satisfait sur la conduite de l'opération et qui nous permettra d'avoir quelques enseignements pour d'autres chantiers qu'on a lancés. En tout cas. Voilà. De toute façon, il faut que ça soit prêt pour le mois de mars, parce qu'on a des bureaux de vote qui seront dans le bâtiment du nautique. Donc il sera quand même utile, pour les futures échéances électorales, que ça puisse être disponible. Sinon on aura un sérieux problème. Voilà. Il y a des choses importantes. Et en tout cas, il y a une deadline où il n'y a pas de choix. En 2020. Oui, enfin, on ne reçoit pas 2020. Voilà. Bref. Si vous une liste de patrimoine divonné qu'il faudra entretenir, qu'on aurait dû entretenir pendant ce mandat, que ce soit l'hydrome, que ce soit la piscine, que ce soit. Enfin, on peut faire une liste et ce ne sera pas la première fois qu'on l'a fait. Donc le projet d'école, effectivement, quand on fait pas longtemps, il faut faire quelque chose. Donc oui, c'était un. Pardon. Oui. Quand on met un million sur la piscine, on entretient. Non, 150 000 alors, par année. je serais d'accord avec vous sur la piscine. Évidemment. Pourquoi? Le service qui a été fourni sur cette mandature au Dibonnet sur la piscine est un service à la hauteur de ce qu'on devrait avoir à Dibonnet-Bas. Non, moi je vous pose la question. On investit dans le patrimoine. Non, on investit dans l'entretien et l'image, c'est un investissement. C'est un peu d'investissement. Je pense que quand on met 1,2 million, 1,5 million, c'est quand même de l'investissement de la collectivité. Vous voyez, c'est la politique du chien. Dans la réalité, l'état de la piscine est toujours déplorable. Et ce qui a été fait une fois de plus, tant mieux, Ça a permis à la piscine d'être ouverte chaque été, ce qui n'était pas forcément le cas chaque année quand on fait nos choix budgétaires. Je sais que la piscine pouvait continuer à être ouverte le temps oui, d'accord. Voilà. Ok, vous devez fermer les termes, remarquez. Les choix budgétaires, des fois, ça. Je vois que la campagne a commencé, monsieur Augustin. Pardon. Je vois que la campagne a commencé. Je crois que vous l'avez commencé depuis un moment, je suis en retard, monsieur le maire. Je crois que clairement, je suis pas en avance. Je pense que vous êtes en avance par rapport à d'autres. Mais bon, Ah bon? voilà. Pareil pour vous. Je pense que vous en faites, mais bon, après. C'est pas le sujet là, on parle pas de la campagne. Parce qu'en fait, vous partez du nautique pour nous faire toute la Non. monnaie en reprenant 3 fois la parole pour votre groupe. Donc, si on Non, est en environnement. si vous êtes en train de déformer la façon dont j'interviens. Je suis intervenu pour dire que malheureusement ce chantier est dur et qu'il est service de la mairie, mais c'est pour ça qu'on a fait ensemble en commission de travaux, si vous voulez. C'est pas polémique, on se dit qu'il y a tellement de chantiers à mener, on manque de ressources humaines. Le constat, on le partage. Le problème des ressources humaines, on le partage. Le problème du pilotage des opérations, on le partage. Alors je sais pas pourquoi vous détournez mes propos politiques en disant la campagne est lancée. C'est clairement pas un propos de campagne, c'est clairement un regret par rapport à ce qu'on vient de vivre pendant 5 ans. Voilà, je ne partage pas votre avis, j'espère que Daniel partage ce que je vais dire, c'est qu'on a quand même réussi à s'en sortir des projets. Mais bon,
Sur très certains clairement, Sur le je pense thème. qu'on a avancé sur un certain nombre de sujets, les sujets sur lesquels les autres ne sont pas avancés, d'autres sur lesquels ça bouge. Mais bon, après, je vais pas vous arrêter la liste ce soir. Vous êtes prêts pour le bilan, c'est ça? Enfin, vous l'avez déjà fait. Ouais, c'est déjà fait, donc ça, Ouais. je suis forcément prêt parce que j'ai quand même lu le document que vous avez fait. Voilà. On est bon pour le nautique. Donc, après tous ces débats, on va passer en fait. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est le ressources humaines. On vous propose de recruter un apprenti pour la SPNL du lac. Le poste sera. La formation durera 2 ans et ça sera pour un diplôme de régisseur technique du scolaire. Vous avez des remarques? Des questions? Monsieur qui en parle? Je vais encore parler pour M. Guibert. Hein. Déjà expliqué. Je m'excuse pas là. je note, c'est tout. Quel est le coût pour la commune? Voilà, c'est très simple. Une petite question comme ça. Voilà. On fêtera le. Et il faut travailler les sujets, messieurs, dames, de finances. C'est pas parce que je suis pas venu à la dernière commission finance que il faut se relâcher. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que c'est on se relâche pas du tout. C'est que c'est dans le poste 02 et c'est prévu au budget. Peut-être que le montant, c'est mieux que le poste. On peut quand même prendre ça sur le. Ah, on peut pas. Vous avez peut-être envie, mais Ah bon, c'est jamais très agréable de se faire moquer. Voilà. Donc, Vous savez, c'est le lot quotidien du maire, non? C'est parce que vous nous sortez à chaque fois. je pense pas que Oh Ok. c'est au vote. Donc, qui est contre? Donc, vous abstenez, vous n'avez pas longtemps. Ah, non, moi, Non, personnellement, mais ou monsieur Guibert. monsieur Guibert, qu'est-ce qu'il fait? Il est pour. D'accord. C'était un titre d'information. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Parfait, le point 9. Et à l'unanimité. Très bien. Ensuite, on passe au sujet d'aménagement du territoire. Permettez-moi, juste avant de passer les délibérations, de remercier Serge Baillet pour son investissement. Vous savez qu'il a souhaité quitter ce conseil municipal pour des raisons professionnelles. Et je tenais à le remercier pour son engagement depuis maintenant 5 ans en tant qu'adjoint à l'urbanisme, mais depuis 18 ans au sein de ce conseil municipal, et notamment pour porter des projets de politique publique au sein de la commune, notamment pour les Limonais. Donc voilà, je tenais vraiment à lui rendre cet hommage ce soir. Le point 10, voilà, c'est le bilan des acquisitions et des ventes foncières sur l'année 2024. Comme vous l'avez vu dans le document, nous avons quelques opérations foncières qui nous ont permis d'acquérir 522 mètres carrés pour des régularisations cadastrales, des élargissements de voiries, etc. Nous avons également acquis 2 parcelles dans le Montmussy, auprès de Madame Verdier, pour une surface de 9020 mètres carrés, et aucune cession n'a été réalisée par la commune. Voilà le bilan de l'année 2024. Est-ce que vous avez des questions sur ce bilan des opérations foncières? Monsieur Quincampoix. Alors, pour monsieur Guibert. Donc, dans cette délibération, nous avons les bilans acquisition des ventes faites en 2024, mais nous souhaiterions avoir une photo autant T des actifs de la commune avec leurs valeurs. Malgré différentes demandes, nous n'avons pas eu ce type de données. Donc il y a un bilan estimatif des valeurs comptes. Alors je pense qu'il veut des valeurs estimatives du bilan et pas seulement une valeur comptable. Mais ça c'est mon interprétation. Alors, Qui abordera la prochaine commission des finances. voilà. Mais je crois qu'on en avait déjà discuté il y a un petit moment. Peut-être qu'on lui sorte les documents qu'on a sur ce point-là. D'autres remarques sur ce bilan? Non, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. C'est un point là qui est... la session, ensuite le point 11, on est au chemin de la Creuse.
C'est une cession à titre onéreux par M. Jean Quentin pour une parcelle d'une surface de 150 mètres carrés que la commune souhaite acquérir à un prix de 30 000 € et qui nous permettra de réaliser une liaison entre la rue de Plan et le chemin de la Creuse. C'était le dernier bout de parcelle qui manquait de manière à réaliser cette liaison. Qu'est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Guibert. Monsieur Picampoix, On va le prendre, mais on en discutera. un peu d'humour, monsieur Picampoix. Oui, oui. J'accepte l'humour. Il n'y a pas de souci. Alors. C'est bon, c'est moi qui vais Donc ce chemin est une première étape d'une liaison douce dans le Haut-Divonne, mais où en est l'objectif de mettre en place une liaison nord-sud du camping ou de Villars vers le centre-ville, qui ferait répondant à la liaison est-ouest existante Arbert-Crassier. En fait, j'ai pas accusé, je vous ai mal entendu, mais j'ai pas compris. En fait, j'ai compris. La question, c'était que ça concernait pas forcément. Non, en fait, il veut savoir où en est une potentielle liaison nord-sud du camping ou de Villars vers le centre-ville. Alors, il y a deux. Daniel et Kylian, vous allez peut-être pas répondre, mais c'est un sujet, cette liaison nord-sud. On a commencé à travailler sur une hypothèse qui était la fermeture du chemin du Prépéou à la circulation automobile, le dimanche uniquement ces dernières périodes, tester, voir si ça prenait ou pas, et qui permettait de relier le centre-ville en fait au pied de la montagne. Ensuite, avec le camping, on pouvait imaginer une liaison qui se passe par la rue de la Ville des Trains. Du recul et des informations que j'ai, on a un test en phase, il semblerait que le public ne prenne pas sur une journée et que ce parcours ne fonctionne pas. Donc il s'agira de voir aujourd'hui comment on peut mettre en place un axe de mobilité douce entre le camping et le centre-ville. On a notamment le nouveau PLU intercommunal qui est en train d'être travaillé, qui peut nous permettre de mettre en place des emplacements réservés en dehors peut-être des liaisons routières existantes, dans un chemin qui pourrait être un chemin qui passerait... c'est des espaces qui nous permettent ensuite d'acheter des terrains pour réaliser une voie. Ah, d'accord. Voilà. Et pour définir un tracé qui pourrait se faire entre le camping et le cœur de l'île. Voilà. En termes de prévention, vous le dites? Oui, en termes de prévention et d'équilibre. Voilà. On répond à M. Guibert. Est-ce qu'il y a des remarques sur d'autres remarques sur cette acquisition? Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Le point 11 est validé. Le point 12, il s'agit aussi d'une acquisition par la commune de deux parcelles, la L156 et la L159P, des parcelles qui sont acquises à M. Laurent Vuaillé pour une superficie de 987 m² et qui correspondent à des parcelles nécessaires à l'extension du cimetière. Elles sont identifiées dans notre document d'urbanisme en zone d'équipement, avec un emplacement réservé. Nous avons entamé des discussions avec le propriétaire. Nous sommes tombés d'accord sur un prix et l'acquisition vous est proposée au montant de 98 700 €. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Augustin. C'est simplement pour la destination, effectivement, c'est simplement qu'on confirme publiquement qu'il s'agit bien d'une extension du cimetière et pas d'un autre projet qui va intervenir dans ce secteur. Je confirme que c'est bien pour l'extension du cimetière et que ce n'est pas pour construire 500 logements à cet endroit. Voilà, c'est ce que vous... Oui, je comprends bien, Voilà. La confiance règne, voilà. Alors, on passe au vote. On va par contre permettre de la construction sur ce terrain, M. Augustin. On va permettre de la construction sur ce terrain. C'est pour le cimetière. C'est pas un terrain qui va rester naturel. Il y a un classement qui va permettre la construction. Je vous ai posé, je suis assez... Oui, mais je préfère aussi dire. Je vous ai posé la question en commission, de simplement une confirmation. Vous l'avez, voilà. Très bien, allons-y. Donc le point 12, le vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et le point 12 est validé. Le point 13,
Il s'agit d'une cession à l'euro symbolique de la copropriété du Bluet d'Herbert concernant la cession de 22 mètres carrés le long de la rue d'Herbert, notamment sur une emprise de ruisseau, qui nous permettra de réaménager le fossé et le lit du ruisseau à cet endroit. Et c'est des aménagements qui ont en partie été réalisés, en tout cas pour la coupe d'un arbre, et qui seront réalisés dans la suite du projet de l'aménagement de l'avenue du Mont-Mussy. Il y a des remarques, des questions? Rien. Donc le point, on peut passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Le point est validé à l'unanimité. Merci. Le point suivant. On clôt ce soir la procédure d'incorporation des parcelles présumées 100 mètres. Je vous rappelle que cette procédure avait été ouverte en septembre 2024. Le bien, je vous rappelle que les biens présumés 100 mètres sont des biens dont le propriétaire est connu mais décédé depuis plus de 30 ans, sans héritier, et qui ont laissé des héritiers n'ayant pas accepté la succession. Nous avons pris un arrêté municipal. La fin du délai était de 6 mois après cette période, durant laquelle les ayants droit auraient pu se manifester. Seul un ayant droit s'est manifesté. Nous avons donc retiré ces parcelles de la procédure. Aujourd'hui, par la délibération qu'on vous propose, on vous incite à incorporer 71 nouvelles parcelles au domaine communal pour un total de 113 929 mètres carrés. C'est des parcelles qui sont dispatchées un peu partout sur le territoire de la ville. Voilà. Voilà. Moi je trouve ça énorme, mais Oui. j'ai jamais vu une délibération pareille. Et on n'en prend pas souvent. Ouais, en fait, voilà, c'est surtout ça. On est 100 000. Comment? Oui, non, mais la procédure a été menée, on est sûr qu'ils sont morts, on est sûr que les héritiers ne sont pas manifestés. Tout a été fait dans les règles de cette procédure. Il me semble toutefois que les héritiers, d'éventuels héritiers peuvent se manifester. Ils ont encore un délai. Là, c'est incorporé dans le domaine public, mais si un héritier venait à réapparaître, il est en droit de réclamer. Ouais. Ils ont 30 ans. Hein, voilà. En fait, c'est globalement des terrains agricoles et forestiers. Oui, je travaille avec compris, mais nous permet quand même, pourquoi on avait cette procédure, ce qui nous permet aussi de pouvoir entretenir un peu mieux, nous donner en gestion à l'entretien, notamment les espaces forestiers. Parce que quand on est dans le Mont-Mussy, dans le Mont-Jura, on voit qu'il y a quand même certaines parcelles qui sont totalement abandonnées, qui peuvent représenter un risque. Et dans les marais. Voilà. Parce qu'en fait, on les accumule et après, au bout d'un moment, Non, en fait, le service foncier a recensé l'ensemble avec l'aide de la SAFER, et puis ensuite, c'est comme ça qu'on a déclenché la procédure. Autant faire une procédure pour une surface qui soit significative plutôt que quelques parcelles. Donc voilà. Donc qui est contre? Qui est pour? Très bien. La délibération a été validée. Je remercie les services qui ont fait un très gros travail sur ce sujet. Le point 15, on l'a vu. Le point 16. Madame Lotte. Oui, merci Monsieur le maire. Donc le point 16 concerne le règlement intérieur de Alpha 3A. Donc juste pour quelques points de contexte, la mairie a conclu une DSP, délégation de service public, avec Alpha 3A pour la gestion des centres de loisirs. Alpha 3A a élaboré un règlement intérieur applicable aux accueils de loisirs qui précise notamment les modalités d'inscription, de réservation et d'annulation, ainsi que le fonctionnement des structures que nous avons sur Divonne. Chaque modification ou précision apportée à ce règlement intérieur doit être soumise au conseil municipal. Donc pour ça, ce soir, nous revenons vers vous. Nous rencontrons une problématique importante, c'est la gestion des retards et des absences qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Et on est obligé de cadrer de plus en plus je ne vais pas dire incivilités, mais enfin le fait que certains parents n'annulent pas, arrivent en retard, ne récupèrent pas les enfants dans les temps. Donc pour trouver des solutions, les parents qui sont représentants, les représentants de parents d'élèves, ont été consultés lors du comité consultatif de juin 2025. Et suite à ce comité consultatif, des ajouts et des précisions ont été apportés. Alors notamment sur les points en cas d'abus flagrant et répété du non-respect des horaires
Et au-delà de 3 retards par trimestre, l'enfant ne sera plus admis dans les différents services. Et là, il a été précisé pour le trimestre suivant. Voilà, c'est la modification. Point suivant, au-delà de 3 absences non communiquées dans le mois, les réservations du mois suivant seront annulées. Donc ça remplace la phrase « en remplacement des absences non communiquées par trimestre ». Ensuite, les délais d'annulation n'étant pas assez explicites, il est précisé que les absences non justifiées sont à signaler au plus tard 8 jours avant, soit le lundi pour le mardi de la semaine suivante, pour ne pas être facturé. Concernant, alors ça c'est un point qui n'a rien à voir avec la gestion des absences, mais c'est un point qui s'ajoute, enfin qui a été modifié. Concernant les partenariats, les montants des aides loisirs pour tous ont été actualisés. Donc 50% pour les tranches 1 et 2, les mercredis et vacances, 30% sur les tranches 1 et 2 lors des séjours. Ensuite, un ajout qui est important, qui concerne les espaces d'accueil périscolaire du centre-ville. Donc on rappelle qu'il y en a 2. Il y en a un qui est dans le centre de loisirs qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui accueille les enfants de l'école élémentaire. Et le deuxième site, c'est celui qu'on a rapatrié sur l'école maternelle du centre, donc pour les maternelles. Et là, vu qu'il y a une distance entre les deux structures, on s'est aperçu que parfois les parents arrivaient avec un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard, ce qui fait que ça implique que les animateurs doivent rester. Donc il est demandé là que les parents anticipent le temps de trajet entre les 2 lieux. Et donc Alpha 3A a ajouté l'accueil de loisirs Arc-en-Ciel à des lieux différents d'accueil pour les maternelles et les élémentaires. Les dépassements horaires seront néanmoins facturés. Donc après, aux parents aussi de s'organiser pour aller chercher les petits en premier, parce qu'un petit, il faut l'habiller, c'est un peu plus long, et le plus grand en deuxième. Et voilà, et c'est vrai que parfois, les parents arrivent très très en retard, et c'est plus tolérable en fait. Donc je vous donne juste un exemple qu'on a eu à Harbert à Noël dernier. Des parents sont arrivés à 20h. Donc la directrice du centre a dû rester pour attendre que ses parents arrivent. Et voilà, ça je pense que c'est plus tolérable parce que c'est un manque de respect en fait du travail des animateurs et des directeurs de structure. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, nous vous demandons d'autoriser la modification du règlement intérieur d'Alpha 3A et de prendre acte de la mise en œuvre de ce règlement à partir de septembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette modification du règlement? S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Parfait. Le vote est adopté à l'unanimité. Le point suivant, il s'agit de l'avis que nous vous proposons de rendre sur la révision du plan directeur cantonal du canton de Vaud, notamment sur le projet qui concerne précisément la décharge qui est prévue dans le secteur des tables de Bogie. Pour vous donner un contexte, vous le savez, le canton de Vaud a planifié une décharge pour matériaux de chantier de type A et B, au lieu dit table de Bogie, sur les communes de Communier et de Chavannes-des-Bois, le long de la Versoix, à la frontière du Pays de Gex, et notamment de Divonne-les-Bains. Ce site figure au plan sectoriel vaudois des décharges contrôlées et dans le plan cantonal de gestion des déchets comme site prioritaire. Dans les documents qui nous ont été transmis, les documents officiels suisses, la durée d'exploitation annoncée pour cette décharge est d'une dizaine d'années. Le gabarit indicatif est de un peu plus de 1 125 000 m3 de matériaux de type A et environ 500 000 m3 de matériaux de type B. Et le process prévoit qu'une enquête, un rapport d'impact sur l'environnement est prévu par le canton. J'y reviendrai dans la suite de mon propos. Ce document et cette décharge, elle n'est pas nouvelle, elle n'apparaît pas dans les documents de planification vaudois hier, elle a été validée il y a maintenant déjà quelques temps, mais l'actualité de la révision du plan directeur cantonal du canton de Vaud fait évoluer la fiche qui est dédiée à cette décharge, la pédagogie, notamment dans le statut de concertation réglée, et ce qui justifie de la modification du plan directeur cantonal qui fait l'objet de la position que nous avons ce soir. Nous avons été informés de ce projet maintenant il y a un peu plus d'une année, c'était au début de l'année 2024, et nous avons contacté, quand je dis nous, c'est les communes de Grilly, de Sauverny et de Divonne,
contacté les autorités du canton de Vaud pour avoir des informations sur ce projet. Nous avons eu une présence, d'abord dans un premier temps auprès des communes concernées, Chavannes et Communy, qui nous ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'un projet cantonal. Nous avons ensuite pris contact avec le canton de Vaud, qui nous a présenté le projet à date, donc en 2024, et le processus qui allait être mis en place. Nous avons souhaité faire partie d'un groupe de suivi, donc les villes de Livonie-les-Bains fait partie du groupe de suivi, mais qui est plutôt un groupe de suivi d'information, au même titre que les communes suisses et que des associations qui s'intéressent à ce projet, plutôt qu'un groupe de travail qui permet de faire évoluer le projet en l'état. La dernière réunion de ce groupe de suivi date de mai 2025, où nous a été présenté certaines évolutions du projet, et notamment nous a été aussi présenté un calendrier. Vous le savez, en termes de méthode, le site est identifié dans le plan sectoriel vaudois des décharges. Les entreprises qui gèrent en fait les déchets prennent contact avec les propriétaires concernés par ces sites et regardent leur capacité à pouvoir porter économiquement un projet sur ce secteur-là. C'est à partir de ce moment-là que s'enclenchent des études, notamment des études d'impact, qui font l'objet ensuite d'échanges avec le canton, en l'espèce le canton de Vaud, et des études d'impact qui circulent dans les services du canton de Vaud. Et c'est le projet en est à cette étape-là aujourd'hui. Nous avons souhaité proposer au conseil municipal de marquer très clairement, dès à présent, dans le cadre d'une consultation sur un document de planification qui n'aura pas forcément d'impact sur le projet en tant que tel, d'ores et déjà notre opposition à ce projet, parce qu'aujourd'hui, ce projet a des enjeux très forts sur notre territoire, des enjeux hydrologiques et des enjeux de biodiversité, des enjeux d'acceptabilité et des enjeux liés à la mobilité, et des enjeux sur le cadre de vie qui est celui que nous connaissons, qui sera fortement dégradé ou qui pourrait être fortement dégradé en lien avec cette décharge. L'opposition qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi une opposition qui donne l'avis de la commune sur les processus qui vont venir derrière. Il y a évidemment le processus du plan directeur cantonal vaudois, on verra comment notre opposition est entendue, et ensuite, plus spécifiquement, la consultation qui sera mise en place sur le projet dédié à la décharge. Et c'est important, et ça sera aussi important à ce moment-là, je pense dans le courant de l'année 2026, que la commune prenne également des positions, quitte à prendre des conseils juridiques pour aller plus loin dans les recours qui pourraient être formés sur ce projet de décharge aux portes de notre commune. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire et ce qui a conduit la réflexion de la majorité sur la position par rapport à cette décharge et sur ce que l'on propose de voter ce soir. Je rappelle que nous avons un délai jusqu'au 19 septembre, donc dès demain, nous ferons parvenir au canton de Vaud la délibération que nous prendrons ce soir. S'il y a des remarques ou des questions, Monsieur Picampois. Alors, Amaury votera pour l'opposition. Donc, il dit qu'il est contre son groupe est contre le projet pour la raison suivante. Une partie des déchets entreposés seront pollués et pourront contaminer la Versoix, puis la Divonne, car la Versoix se déverse dans la Divonne. Et ce projet est gigantesque, c'est l'équivalent sur place de 40 terrains de football. Et il estime que ça signifierait 90 camions supplémentaires par jour qui traverseraient la frontière. Ils ne sont pas à la frontière parce que normalement, les Suisses vont traiter lors des séchelles. Moi, je lis ce que. Voilà. Mais bon. En tout cas, les camions, ils vont bien y aller, mais bon. Voilà. Merci. Monsieur Augustin. Vous avez interrogé il y a déjà de nombreux mois, monsieur le maire, sur ce sujet. Vous aviez souhaité prendre l'information, c'est chose faite. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait qu'il y ait une position claire qui soit prise par le conseil municipal et que ce soit une opposition à ce projet qui est effectivement. D'abord, qui soulève beaucoup d'émotions, que ce soit côté suisse ou côté français. Moi, je vois beaucoup de choses qui circulent, de gens qui appellent à la mobilisation contre ce projet. Ce n'est pas simplement un avis technique, c'est, je pense, aussi un point qui concerne la population au sens large. J'ai déjà dit donc, que c'était forcément un meilleur emplacement, notamment dans un secteur frontalier
installé en bord de rivière, enfin, ça présente quand même beaucoup d'inconvénients. Je crois que c'est aussi l'avis des communes qui, voilà, donc c'est pas une question de s'opposer à un projet de notre voisin parce que ça nous dérangerait. C'est l'avis aussi du territoire au sens large, en frontalier, qui s'exprime. Donc c'est très bien qu'on puisse prendre cette délibération et s'opposer. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra faire d'ailleurs plus systématique, s'intéresser à ce qui se passe autour de nous, ce qu'on n'avait pas fait à l'époque sur l'IFI. Pour information, l'agglomération du Pays de Gex doit prendre une position aussi sur ce dossier-là. Et c'est une parenthèse, le même type de document a été aussi mis en consultation du côté du canton de Genève, en déterminant des sites d'accueil de décharge. Une partie de ces sites se situe en limite des frontières du Pays de Gex, et l'agglomération du Pays de Gex a aussi donné un avis défavorable sur la proposition de révision du plan directeur cantonal Genevois, sur le même sujet. Donc il y a aussi une date limite au 19 pour la Goutte aussi. Je crois que pour la... Oui, pour tout le monde, c'est le 19, pour ce dossier-là. Donc il y aura aussi un document fait par la Cour. Un courrier, alors c'est une position du président, mais qui a été partagée avec l'exécutif. Parce que le conseil communautaire ne se tient que le 24 septembre. Donc en fait, c'est une position du président, mais partagée avec le bureau exécutif. Est-ce que ça a une valeur Oui, ça a une valeur, une prise de position. On est bon? On passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. On est contre le projet. Alors, vous êtes pour le fait qu'on soit contre. Voilà, c'est déjà bien. On a ensuite le vœu relatif au conseil municipal concernant la collecte des déchets. Donc, au mois de juillet dernier, je vous avais indiqué que nous restions en attente, parce que nous aviez demandé d'inscrire un vœu au conseil municipal en séance au mois de juin, de mémoire. Je vous avais indiqué que j'attendais votre texte, qui n'était pas arrivé à temps pour le mois de juillet. Donc nous l'avons reçu entre-temps, c'est la raison pour laquelle il est inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui. Le texte du vœu a été travaillé en commission travaux, et ce soir il vous est proposé de prendre position sur ce vœu du conseil municipal avec les modifications qui ont été apportées en commission travaux et qui, je vais peut-être les années à vous présenter, les modifications. Et qui sont mentionnées dans la délibération qui vous a été remise sur table. Ouais. Je ne vais peut-être pas vous relire tout le texte. La commission travaux a apporté une modification au 4e paragraphe. La qualité qui portait sur le texte suivant, la qualité de service de la collecte des déchets étant un sujet qui concerne les Divonnaises et les Divonnais, ainsi que le montant de la redevance liée à ce service, le conseil municipal de Divonne-les-Bains appelle à, au lieu de se prononce pour, donc le conseil municipal de Divonne-les-Bains appelle à une amélioration des conditions de la collecte. Et nous avions aussi apporté une petite modification sur le premier paragraphe qui parlait de pallier les manquements, à la place de pallier au manquement, de pallier les manquements du prestataire chargé de la collecte des déchets. Ensuite, dans le délibéré, il était précisé de se prononcer en faveur d'une amélioration significative et durable du service de collecte des déchets sur la commune, et nous avons rayé d'un commun accord de s'opposer à toute augmentation de la redevance liée à la collecte qui ne serait pas justifiée par une augmentation tangible du service rendu, en sachant que sur cette redevance, elle a été votée en fait par la Cour. Il y a des remarques sur ce vœu, monsieur Poussin. Juste simplement pour rétablir la règle des feux, je ne crois pas que la commission travaux se soit prononcée pour qu'on supprime l'opposition à l'augmentation de la redevance. C'était une consigne qui était donnée, je crois que les commissaires étaient favorables pour faire le lien entre la redevance, le tarif facturé aux Divonnais et puis aux Géciens, et puis la qualité de service. Je pense que ça reste quelque chose qui est
tout le monde comprend que si le service ne fonctionne pas, on ne va pas augmenter le prix auquel on va payer. Enfin, voilà, donc je crois que c'était plus une position politique et vous nous l'aviez expliqué, monsieur le maire, puisque vous aviez voté l'augmentation. Soit, mais je ne crois pas que la commission soit prononcée pour la suppression de l'opposition à l'augmentation de la taxe de la redevance incitative. On a débattu de ce sujet-là. Le principe déjà de marquer notre insatisfaction vis-à-vis du service satisfaisait tous les commissaires. J'ai bien noté, j'ai bien indiqué que, que la phrase sur l'opposition à l'augmentation était enlevée du projet de libération que l'on portait. Pas par la commission, c'est simplement. Alors, ouais, on peut enlever par la commission, mais on était bien entendu, c'était bien entendu que c'était cette délibération-là qui serait présentée et on n'a pas eu d'opposition ferme de votre part. Si Véronique, qui était présente, peut confirmer. Oui, donc moi j'étais présente à la commission travaux et ma compréhension du débat qu'on a eu, c'était effectivement de supprimer la ligne qui faisait référence à l'augmentation du prix de la délibération pour rester cohérent avec les décisions qui avaient été prises par la commune et aussi comme Daniel Masson nous l'a bien indiqué, c'est qu'il s'agissait d'un rattrapage et qu'effectivement le timing était un petit peu malheureux avec en parallèle les réflexions que l'on a sur la qualité du service, mais il s'agissait simplement d'un rattrapage du tarif. Mais c'était très clair pour nous, on votait la suppression de la mention des tarifs dans la délibération. Et ça a été décidé en commission. Enfin, pour moi, c'était clair. Effectivement, ce qui était très clair aussi, c'est les réflexions que vous avez apportées, M. Augustin, lors de cette commission. C'était les mêmes que vous faites ce soir, effectivement. Très bien. Non, je crois que c'était bon en termes de prise de parole. De toute façon, l'idée n'étant pas d'épiloguer sur ce qu'on a décidé ou pas, la référence à l'augmentation de la redevance incitative est dans le texte, et moi ça me convient. Après, si on ne pose pas formellement, ça justifie en tout cas qu'on réclame une qualité de service qui soit à la hauteur. Moi je reste persuadé qu'il ne faudrait pas accepter d'augmentation du tarif du prestataire si le service ne convient pas. On a évoqué aussi dans la commission la possibilité, puisque une augmentation de tarif, c'est une modification du contrat, d'intégrer d'autres éléments qui nous permettraient d'être plus forts sur la qualité de service face aux prestataires, notamment de pouvoir avoir des pénalités supplémentaires. Donc c'est des pistes qu'il faudra évoquer. C'est de toute façon pas du ressort de la commune, et le ressort de la commune, c'est effectivement, en tout cas au travers de ce vœu, d'émettre une insatisfaction sur la situation actuelle du traitement des déchets, de la collecte en tout cas, et en ça on est satisfait par la proposition qui est faite. Le fait qu'il soit supprimé, c'est arrivé comme ça en commission, on le valide, on votera le vœu de toute façon. Une fois qu'il n'y a pas un truc qui est rajouté et qui nous empêche de pouvoir le voter, on le votera avec grand plaisir. Je vais quand même rappeler que l'augmentation qui a été engagée vis-à-vis de la redevance, elle n'est pas qu'en lien avec le prestataire qui assure la collecte et qui fait l'objet de nos difficultés. L'augmentation est en lien avec un meilleur traitement des fumées, avec la création des déchetteries, avec les ressourceries qui sont mises en place. Tout ça a un coût. Les déchetteries, c'est un service qui est à mener et qui coûte de plus en plus cher. Donc le service collecte est en panne en ce moment. Enfin, on a des difficultés, certes, mais tout le reste fonctionne bien. Les fumées, on est exemplaire dans le traitement des fumées et des ordures. On est parfait
aussi dans le traitement, dans le tri sélectif, et les services à la population, la déchetterie, les déchetteries pour les déchets verts spécialisés pour Divonne, c'est un plus pour nos habitants. Donc il n'y a pas tout à jeter dans cette redevance incitative. Les efforts, en tout cas la quantité, les objectifs quantitatifs sont atteints. En fait, c'est aujourd'hui sur le fonctionnement, il y a plus de difficultés. Et c'est là où on se rejoint sur le vœu, en fait, sur la question de l'amélioration de la collecte des déchets. Pour ce vœu, ce qui ne devrait pas, c'est que les problèmes de collecte font qu'il y a une démobilisation des gens. C'est ça. Et en fait, on voit que la modification, je parle sous couvert de la guerre, mais la modification de la collecte, elle a été progressive. On a eu un débat, je ne sais plus à quelle époque, sur la suppression des bacs dans les copropriétés. On avait peur que justement ça ait un impact sur le volume. Et en fait, ça n'a pas d'impact sur le volume en tant que tel. Aujourd'hui, on a un sujet d'accès au point de collecte et de traitement de ces points de collecte. En fait. On voit que sur les bacs de tri, on a des difficultés avec les entreprises, ça a été évoqué. Sur les containers enterrés, semi-enterrés, on a des difficultés aussi avec les entreprises. Et on manque peut-être aussi de plus de bacs, plus de développement de ça. Et on manque aussi, à mon avis, à mon sens, à Divonne, spécifiquement de la déchetterie, qui pourrait être une des réponses aussi à une ville de 10 500 habitants, pour permettre à chacun de ces habitants d'aller, si les bacs sont pleins, de pouvoir aller à la déchetterie plutôt que d'aller à Sissi, faire une quinzaine de kilomètres. C'est pas le bout du monde, mais c'est quand même plus compliqué que de faire 2 kilomètres. C'est pas ce qu'on s'attend. Et donc il y a tous ces enjeux-là, on est bien conscient des difficultés, mais on est aussi objectif sur les objectifs en fait, qui ont été ceux mis en place au moment de la RI, les objectifs environnementaux et quantitatifs. Sur le reste, évidemment, il y a une dégradation du service, à mon sens, et il y a une péjoration, par conséquence, du cadre de vie. Parce que quand on a nos équipes qui ramassent 20 mètres cubes tous les 10 jours de déchets autour des points de collecte, c'est qu'il y a un problème. Moi, ce que je disais, c'était surtout qu'il faut faire attention à ce que la dégradation du cadre de vie, à long terme, si c'est trop long justement, fasse diminuer les volumes, parce qu'on n'arrive plus à aller correctement poser ces déchets, donc on les pose plus. Mais c'est bien, là c'est bien, le vœu dans ce sens-là, les actions, alors on se veut ce soir, mais Daniel qui siège aux commissions ad hoc à l'aglo et aussi Valor, c'est des sujets qui sont pris en main, j'allais dire pas depuis quelques mois, mais depuis maintenant plus longtemps, pour essayer de résoudre ces problèmes. On est confrontés, nous, à ces problèmes aujourd'hui. Sur d'autres communes du territoire du Pays de Gex, les problèmes ont été connus plus en amont. Pas forcément les mêmes types de problèmes avec les entreprises, mais par exemple, un immeuble avec 60 logements qui était livré, les badges n'étaient pas donnés, donc les gens posaient leurs poubelles comme ça. Donc petit à petit, il y a un travail de fond qui s'est fait entre l'agglomération et les syndics de copro pour s'assurer que tout était bien donné quand des propriétaires ou des locataires arrivaient, idem avec les bailleurs sociaux. Je dirais que le problème était assez important, et peut-être moins chez nous en début de mandat qu'aujourd'hui, mais sur l'ensemble du Pays de Gex, il y a quelques sujets qui ont été résolus. Quelques, parce qu'il reste encore énormément de sujets, on ne voit pas forcément visuellement tous les problèmes se résoudre quand on se balade à Divonne ou ailleurs. Donc le vœu, il va dans ce sens-là aussi. On passe au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Et bien, le vœu est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Je remercie le travail de la commission. Sur les décisions, est-ce qu'il y a des questions? Alors j'en ai eu d'abord à Hubert. Moi je ne les ai pas, donc... Là on vous les a transmis, on lui a transmis par mail. Oui, voilà. On peut considérer qu'il a ses réponses. Vous les réalisez. J'en prends connaissance et puis aller vers vous. Oui, pour moi... Parce qu'il en a posé plein, donc ça peut durer... Ah oui. Est-ce que oui, mais j'attends, oui, donc... Est-ce qu'il y a d'autres décisions sur lesquelles vous avez des questions? Non. Bon, on considère donc du coup que le point 19 c'est un point d'acte. Et bon, j'ai ensuite reçu des questions diverses de M. Guibert, parce que soit
Je vais peut-être répondre à vos questions, parce que celle de M. Guibert, j'attendrai peut-être qu'on revienne dessus au prochain conseil, pour qu'on ait pris connaissance. Ça serait intéressant qu'il puisse y répondre. Vous nous avez interrogé sur 2 sujets pour le groupe Uni. Nous souhaitons un point d'étape sur le projet Grand Lac, qui paraît pour le moins patiné. Vous nous avez fait rêver avec les contours d'un projet ambitieux. Depuis, rien ne se profile, excepté quelques moutons et des toilettes sèches, qui en fin d'été ont d'ailleurs disparu. Les études environnementales et la désignation d'un AMO ne se profilent-elles enfin? La décision d'emplacement de la base nautique se situe-t-elle toujours au nord, vers le City Park? Où en est-on de la plaine du Mont Blanc? Le nouveau skatepark va-t-il bientôt voir le jour? En quel délai? Et les autres aménagements, les rives, les cheminements, pour l'interrogation. En attendant les travaux de grande ampleur, envisagez-vous d'autoriser enfin la baignade libre dans ce lac, aujourd'hui interdite en dehors d'une plage privatisée payante aux horaires contraints? Il y en a de plus en plus de pratiquants de baignade en toute saison. Cette pratique autorisée sur d'autres rives voisines redonnerait une image de dynamisme, de sportivité et de rapprochement avec la nature. Donc la réponse, le projet Grand Lac avance, c'est ce qu'on vous a transmis aujourd'hui par mail. Le plan guide élaboré en 2022 a porté les premières esquisses du projet Grand Lac. En 2025, la commune, avec l'appui d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, a choisi sa maîtrise d'œuvre, qui est base et son groupement. Depuis, les études préliminaires ont été lancées et des réunions régulières se tiennent entre les services de la commune et le groupement pour étudier la faisabilité des projets d'aménagement projetés. Un copil de restitution des études préliminaires se tiendra mi-octobre. En parallèle, un premier atelier de concertation avec les pratiquants de sport de glisse s'est tenu début juillet pour imaginer le futur skatepark, qui est le premier élément du projet. Grâce aux résultats de ces études préliminaires des ateliers de concertation, les élus valideront définitivement le projet d'aménagement global du lac et notamment la prairie Mont Blanc, qui constituera le premier marché de travaux. De plus, l'élu en charge du lac s'étonne de vos questions au conseil municipal, alors même que vous n'avez jamais cherché à le contacter pour discuter de ce projet. Sa porte est ouverte, vous pouvez lui demander un rendez-vous, son téléphone est disponible, vous pouvez l'appeler ou lui faire un message. Il est également très présent en ville et sur les événements, vous pouvez lui parler directement sans avoir à passer par une question au conseil. C'est un message direct de l'élu en charge. Point 2. En commission travaux, il a... Allez-y. Ah. Alors c'est Mathieu qui pilote sur ce dossier, mais il y a un peu de retard dû à la circulation ce soir. On est content qu'il y ait des éléments qui bougent sur ce projet Grand Lac, que vous nous transmettiez des informations qui nous permettent de prendre connaissance. Qu'il y ait une réunion qui se tienne mi-octobre, c'est voilà, un copie, c'est une bonne nouvelle. Et qu'il y ait des groupes de travail, enfin des ateliers avec les utilisateurs, c'est parfait. Moi j'hallucine un peu de lire la réflexion de l'élu en charge. Il est indemnisé, non? Il est indemnisé, c'est pas pour qu'on ait tout d'accord comment ça se passe. C'est pour tenir des réunions d'information à minima, voire de débat, pour qu'on puisse partager nos avis sur ce sujet-là. Et je pense que Mathieu l'a fait à de nombreuses reprises dans ce conseil en disant où est-ce qu'on en est, quand est-ce qu'il y a des réunions du COPI, Grand Lac, etc. C'est pas nouveau qu'on s'intéresse au projet. Enfin, je crois qu'on a toujours marqué l'intérêt pour le lac qui est un joyau pour Divonne. Donc voilà, la réponse dire il s'étonne de nos questions. Je crois que son boulot c'est d'organiser des réunions, de travailler avec tout le monde et de avancer ce dossier. Son boulot c'est de porter un projet présent en ville et participer à la vie divonnaise, de porter des politiques publiques. Je lui transmettrai votre point de vue. Après, vous pouvez aussi, je pourrais lui transmettre que je vois assez régulièrement. Vous pouvez poser des questions aussi régulièrement. C'est pas le problème, c'est pas l'endroit quand je le vois en ville, c'est pas l'endroit de parler de. C'est vrai, un élu quand il va en ville, il est élu. Oui, bien sûr. Voilà, non, il n'est pas élu, les corvéables n'auraient limite, non. Ben si, ça fait partie du job, surtout quand on est indemnisé. En tout cas, c'est pas la question, c'est en tout cas c'est la réponse que je vous fais. Mais votre réponse me convient, parce qu'il me semble effectivement qu'un élu doit être au service de la commune et pas attendre qu'on vienne le solliciter pour. Au service des citoyens, et je crois que c'est ce que fait régulièrement l'élu chargé de là, parce qu'il répond régulièrement à des questions, et il est suffisamment, j'allais dire, impatient de ne pas pouvoir faire avancer ce projet public pour des raisons souvent réglementaires, et je sais qu'il est très régulièrement sollicité par des Divonnais pour connaître l'état d'avancement de ce projet. En tout cas, c'est le cadre du fonctionnement du conseil municipal qui fonctionne avec un règlement intérieur, avec des réunions, etc. Et c'est pas d'aller croiser l'élu en question à tel endroit. Voilà, c'est le fonctionnement des institutions.
Laisse-moi trouver. S'il vous plaît. Ah, ouais, donc, mais non, c'est une intervention par groupe. Vous voulez que je la fasse? Parce que vous Allez-y, n'avez pas parce que répondu, vous n'avez pas pour répondu à la la question. baignade. Oui. Oui. Bah, vous connaissez la position, parce qu'on en a déjà parlé. Mais Donc, Bah, moi, je c'est-à-dire ne que... connais pas, alors. Ah bah, mais parce qu'on s'est vu en dehors et que j'ai même répondu à des questions pendant que j'étais en dehors de la mairie, parce que je suis le maire et que je suis organisé. Et donc c'était pour, en fait sur la baignade, on a un sujet sur la question de la baignade. Aujourd'hui on n'est pas satisfait de la gestion de la plage côté public parce qu'il y a des contraintes notamment avec les maîtres nageurs qui ont des difficultés de recrutement, pour lesquels il y a des difficultés de recrutement et qui contraignent l'ouverture de la plage. On réfléchit à faire évoluer la plage pour la rendre publique, totalement publique, en supprimant évidemment la partie de surveillance, parce que c'est ce qui génère des difficultés. Ça nécessite une évaluation de rendre la plage ouverte comme on peut l'avoir en Suisse, parce que c'est souvent un modèle qu'on cite quand on a Divonne, la plage de Cran ou autre. Ça nécessite des contraintes d'entretien, des contraintes de surveillance. Et donc, c'est des sujets qu'on doit évaluer parce que ça va générer, si on prend cette option-là, des ressources humaines supplémentaires et s'assurer qu'on puisse bien surveiller cette partie-là. Quand je dis surveiller, c'est pas surveiller les gens qui se baignent, c'est surveiller ce qui peut se passer sur la plage. Je prendrai comme exemple ce qui s'est passé à Mantua en début d'été, où en fait le site de la plage a été totalement débordé de fréquentation, avec des gens qui ont fait des dégradations sur le site de la plage et sur les monuments autour de la plage, et qui a valu une intervention assez forte de la gendarmerie, qui a valu des montants de réparation des dégradations, et qui, en plus de ça, a fait de la communication négative sur la plage de Mantua, pour prendre cet exemple-là, parce qu'il s'était passé des problèmes. Qui n'était pas payant, non, qui était un accès, et qui était en accès ouvert, en fait. Donc il y a juste, quand je dis ça, c'est pas que je dis ça, je veux pas faire, c'est simplement je dis qu'il y a besoin d'une évaluation totale pour s'assurer qu'on peut bien gérer, si on va dans cette voie-là, bien gérer le fait que la plage soit ouverte. Et je vous rejoins parce que c'est un sujet qui qui vous tient à cœur, c'est que le fait d'avoir une plage ouverte permet une pratique tout au long de l'année, ça c'est un élément important, et ça permet aussi d'avoir sur la plage une autre vie que uniquement le temps de baignade, qui peut être des espaces de barbecue, des espaces de jeux qui sont ouverts tout le temps. Donc c'est pas un sujet qui est clos, et c'est un sujet, je ne sais pas s'il sera abordé dans le cadre du COPIL, parce qu'on est aussi tenu par un contrat avec le gestionnaire de la plage actuelle, il va falloir qu'on discute avec lui. En termes de tourisme, c'est quand même quelque chose qui est plus attractif qu'une plage payante. On est d'accord. Mais en fait, la plage a été déjà payante à l'avance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comment on fait évoluer le produit. Mais c'est plutôt dans la vocation tourisme qui est portée de plus en plus par le groupe, puisque vous l'avez dit la dernière fois, c'est quand même quelque chose qui est, je dirais, qui tombe sous le coup du bon sens. Alors, il faut juste se méfier que ce qui paraît bien et simple ne soit pas. Il faut qu'on arrive à le gérer derrière. En fait, voilà. C'est l'objectif. Oui, mais bien sûr. Qu'on veut porter. Pour l'instant, vous êtes aux manettes et donc vous occupez de l'implémentation. Mais l'objectif doit être partagé. Il est partagé, je crois. Ouais, en tout cas, on doit réfléchir. Et je vous dis, nous, la décision, elle interviendra. La décision, elle interviendra qu'à partir du moment où l'évaluation aura pu être faite et qu'on est en mesure d'offrir un espace public qu'on est capable d'entretenir. Voilà. Mais on ne va pas faire des matchs ce soir. Sur l'objectif pour l'instant. Mais je vais donner ma position. Voilà. Qui doit en plus avoir un débat entre nous. Oui, non, mais très bien, mais je veux dire, ça me paraît cohérent avec l'image touristique. Mais en fait, l'image touristique, on la porte depuis 2020. On ne la porte pas plus aujourd'hui qu'avant. Si, vous avez dit plusieurs fois au conseil municipal que vous avez fait un tournant plus touristique, et on peut regarder les vidéos. Et en fait, il y a mais je l'ai dit quand on a... Juste, je prends 2 minutes pour répondre là-dessus. Quand on fait une stratégie d'aménagement du territoire et qu'on vote un PLU qui a été voté avant qu'on soit là, avant ce mandat-là, et qu'on décide de moins construire, c'est aussi parce qu'on veut affirmer la vocation touristique. Enfin, très clairement. Mais c'est très bien. Non, mais tournant, je veux dire. Mais en fait, ce que j'essaie de vous dire, monsieur Kifan, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la vision touristique, je l'ai portée quand j'ai été élu maire en 2019, et j'ai continué à la porter en 2020. Je fais donc répéter ce
ce que vous avez Donc, fait. il y a simplement ce qu'on a fait ces dernières années, c'est qu'on a réaffirmé notre ambition touristique à travers la nouvelle convention qu'on a donnée à l'occasion. On a réaffirmé notre ambition touristique. Pour moi, c'est pas un tournant, c'est une réaffirmation. Bon, point 2, parce que sinon on va pouvoir débattre des heures. En commission de travaux, il a été plusieurs fois évoqué des problèmes de sécurité sur les voies cyclables, et pas que. En vain. Afficher le nombre de kilomètres linéaires de pistes pour vélo ne suffit pas à assurer le confort de pratique et surtout de la sécurité. La végétation va mal taillée, des feuilles mortes pourrissantes, les trous en formation, des circuits cyclables, pour certains improbables. De façon plus générale, toutes les mobilités douces devraient bénéficier de toute l'attention requise pour que les Divonnais puissent circuler en 2 roues, à pied, de façon sereine, sécure, même si cela implique aussi quelques contrôles et sanctions. Qu'envisagez-vous de faire pour améliorer ces pistes, ces itinéraires, la surveillance de comportements peu civiques? Donc je vous ai appris, le service technique travaille sur ce sujet, ont notamment mené de nombreuses actions depuis 2 ans qui correspondent à la mise en œuvre du schéma de mobilité. Les actions en 2025 sont entre autres le marquage de pistes cyclables, le compte de l'eau, chemin de la Creuse, mais aussi de liens entre les différentes voies cyclables. Elles sont détaillées dans ma réponse. Il est prévu de créer de nouvelles pistes cyclables et d'itinéraires doux dans les années à venir, notamment sur la partie Alpes-Salève. Des marquages ont aussi été réalisés ces dernières années en lien avec le schéma de mobilité. D'autres sont à venir d'ici la fin de cette année et début 2026. Pour la sécurisation des voies pour les marquages, il y aura également une sécurisation de la voie verte le long de l'avenue des Voirons, qui aujourd'hui est un point noir, la création de trottoirs rue René-Vidard. Les travaux sont en cours sur l'avenue du Mont-Mussy et il est prévu également de créer différents autres sites de liaison cyclables plus cohérents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ce n'est pas forcément dans la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a des actions qui vont être pilotées par la police municipale pour faire respecter aussi, notamment ce qui se passe au bord du lac et la multiplicité des usages. Il y a eu un dramatique accident il y a maintenant une quinzaine de jours avec une trottinette qui roulait a priori à plus de 80 km/h au bord du lac. La personne est tombée de la trottinette, mais on peut imaginer que si se reproduisent ces usages quand il y a des familles, quand il y a des personnes âgées, quand il y a des enfants, on va avoir un vrai problème. Donc on a, avec Yvan Rack et la police municipale, commencé à travailler sur un plan d'action pour sensibiliser et surtout verbaliser le cas échéant les comportements sur certains secteurs et notamment au bord du lac qui est un lieu quand même largement fréquenté. Voilà pour ces sujets. Vous pouvez sensibiliser aussi les cyclistes, puisqu'on a beaucoup de cyclistes qui... Oui, parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui ont des pistes cyclables, mais qui roulent sur la route. Non, je veux dire... Non, mais parce qu'elles sont pas adaptées. Alors, il y en a peut-être qui ne sont pas adaptées, mais il y en a qui sont adaptées. Elles sont quand même, il y en a certaines qui sont adaptées quand même. Oui. On ne peut pas dire qu'elles sont toutes pas adaptées. Et moi, je trouve qu'il y a quand même des fois, c'est quand même un gros problème. Quand vous partez de l'avenue des Voirons pour aller jusqu'à la douane, c'est adapté. Vous pouvez faire votre vélo sur votre piste cyclable sans avoir besoin des choses. Voilà. Sûr. On ne peut pas les réaliser. La demande défense demande pourquoi on met autant d'argent sur les pistes cyclables. Tout le monde est sur la route. Je pense qu'on met de l'argent pour un chien. Et puis après, il y a un autre sujet, moi je le dis depuis très longtemps, c'est les différentes vitesses des vélos. Vous avez aujourd'hui des vélos qui sont à vitesse normale, des vélos à 45 km/h, et ça aussi, ça va poser un certain nombre de difficultés. On le connaît un peu moins chez nous, mais dans d'autres secteurs à proximité, ils ont été obligés de réglementer la vitesse sur les pistes cyclables et d'obliger les vélos qui roulent à 45 km/h de rouler sur la route et de ne plus rouler sur les pistes cyclables. C'est un travail qui doit se faire aujourd'hui sur ces sujets. On est à 30 de toute façon. Oui, Quasiment partout. Presque partout. On est bon sur les questions et les réponses? Attendez un commentaire. Après, peut-être un commentaire, c'est pour, on va dire, étayer la question. En fait, on fait des propositions régulières en commission de travaux en particulier, puisque c'est essentiellement là que ça se discute. Je pourrais discuter ailleurs, mais en tout cas, ça se discute aujourd'hui en commission de travaux. Pour améliorer les aménagements, ce qui concerne la signalisation horizontale et la signalisation verticale, des pistes cyclables. Il y a toujours des endroits où des croisements de pistes cyclables avec des tarifs importants ne sont pas signalés. Donc un jour il y aura des accidents. C'est évidemment pas ce que je souhaite, mais on ne prend pas les mesures qui s'imposent. Il y a des choses qui ont été améliorées. Vous avez cité
cité dans votre réponse le chemin de la Creuse, où il y a une piste cyclable descendante qui a été tracée dans la mesure où les mises en sens unique autorisent les vélos à descendre. Mais il n'y avait pas de panneau, il n'y avait pas d'indication. Alors on dirait que c'est le code de la route. Le code de la route était là pour le coup pas très bien connu par les automobilistes. Il y a comme ça plein d'autres endroits à l'UEM qui ne sont pas adaptés. Si je prends la rue Palu, qui est une zone de rencontre en zone 20, les vélos peuvent la prendre en sens interdit, arrivent sur un carrefour à feu, comment on fait, comment on gère? Je veux bien que vous m'expliquiez parce qu'il n'y a pas de feu, on ne sait pas comment ça s'insère dans la vie. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur la refonte du carrefour. Mais c'est pas pour ça qu'on est en train de travailler sur la refonte du carrefour, c'est parce que le plan de mobilité n'a pas été accompagné comme il le fallait. Et on prend. C'est faux? Non, c'est pas faux. À un moment, je pense que Daniel peut en témoigner, le projet de réaménagement du carrefour du temps, il était préalable au schéma de mobilité. Oui. Et il Et était pourquoi c'est pas un problème du schéma de mobilité, le projet du carrefour il n'est pas lié au schéma de mobilité et au dysfonctionnement. C'est ce que vous venez de dire, Bertrand. C'est vous qui venez de dire, parce que vous avez oublié de traiter ce problème dans le schéma de mobilité, que vous faites l'aménagement. Je suis en train de vous dire que l'aménagement du carrefour, il est prévu depuis, je pense, pas loin d'une dizaine d'années, ou peut-être un peu moins, parce que c'est un carrefour à vue qui ne convient pas, il y a des problèmes de flux qui fonctionnent mal, des problèmes de flux différents, c'est-à-dire des problèmes de véhicules, des problèmes de vélos. C'est pour ça qu'on revoit. Donc là, vous venez de dire deux choses qui sont inverses. Je dis la même chose. L'objectif, c'est pas de favoriser, de permettre la circulation des mobilités douces sur ce carrefour-là. Aujourd'hui, la situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas de signalisation. Si on aménage un carrefour, on va bien améliorer la situation pour la mobilité. Oui, alors il sera aménagé quand ce carrefour, c'est pas demain, puisque les projets ne sont même pas sortis. Donc en attendant, qu'est-ce qu'on fait pour sécuriser? Je crois que c'est dans le budget de cette année. Je vous rappelle qu'on a confié, ça a dû passer dans une décision, un marché de maîtrise d'œuvre au cabinet Montmasson pour l'étude du carrefour. Là, à ce jour, on est au stade où on va bientôt recevoir la PS qui sera présentée en commission de travaux et on a également le carrefour de plan qui est aussi à l'étude pour mettre en cohérence les retours qu'on a pu avoir sur les flux de circulation. Mais bien évidemment, les mobilités douces seront traitées dans chaque aménagement. Le but, avant tout déjà des aménagements, c'est de traiter les modes doux. Ensuite, pour ce carrefour-là, de gérer les flux, tous les gens qui passent par la rue Fontaine et qui dévalent sur la rue Palu, donc limiter les vitesses, organiser les traversées piétonnes, voilà, c'est ça le projet. Et un peu une mise en valeur aussi. On est dans le centre, à proximité du centre-ville, donc il y a aussi ce volet-là qui sera prévu dans le marché. Ça a vu en commission de travail. L'objectif, c'était pas d'intégrer la mobilité douce. Donc aujourd'hui, on l'intègre dans tous les projets. L'objectif de ce carrefour, c'était pas d'intégrer le fait que la rue Palu puisse être en double sens, et d'améliorer la circulation sur ce carrefour. Avec notamment la priorité qui est aujourd'hui donnée au flux qui vient de la rue Fontaine, alors qu'on ne souhaite pas qu'il y ait un flux de transit qui passe par la rue Fontaine. Il faut dire les choses clairement, hein, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, le feu, il est prioritaire, il donne priorité aux gens qui viennent de la rue Fontaine, c'est-à-dire à la circulation de transit. Oui, le feu, il passe d'air quand les gens déclenchent la route sur la rue Fontaine. Il faut bien qu'il déclenche la route, sinon il resterait au bas. C'est ce que j'allais dire. On va pas parler là, on va pas parler on pourrait parler de la rue Palu, c'est pas l'objet. C'est vous qui en avez parlé. Mais en fait, est-ce que vous pouvez écouter mon propos? Oui, mais j'écoute ça. Sur votre aménagement. Il faut juste qu'il soit cohérent en fait. C'est juste ça. Non, il n'était pas tout à l'heure, il n'était pas en tout cas. Et ça, parce que vous ne comprenez pas que mon propos n'est pas cohérent. Ben non, mais je pense que quand vous dites dans une même phrase, vous agissez à cause. Si on prend la rue Voltaire, oui. Il y a un projet d'aménagement sur la rue Voltaire. Oui, il y a un doden qui est prévu pour casser. Comment on intègre la circulation, la mobilité douce sur la rue Voltaire? Je peux vous les faire toutes, mais il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne vont pas dans le plan de. Donc il y a des choses qui ont été corrigées, je pense au chemin de la Creuse. Je prends un autre exemple, d'un secteur que je connais bien, la rue de la Comte de l'Eau. Vous nous avez d'abord expliqué qu'il n'y aurait pas de trottoir, etc. Donc il y a eu une ligne blanche pour permettre aux piétons d'avoir une zone avec des petits bonhommes marqués au sol, c'était censé les protéger. Vrai ou pas vrai? Oui, on peut faire
je vis dans la commune, donc je balade de temps en Donc temps. aujourd'hui, vous avez créé une piste cyclable, vous avez mis un pointillé avec des petites flèches pour les vélos sur le cheminement piétonnier. Ils marchent, ils passent sous les pieds. Là, je la vois avec les cyclistes. Non, mais parce que vous me dites une réponse sur la rue Palu. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est que sur la mobilité, c'est pas apaisé sur la commune de Divan-les-Bains. Mais bien sûr, vous allez toujours nous trouver des secteurs où c'est pas apaisé. Je vous rejoins, je vous rejoins. Il y a des secteurs sur lesquels on a encore à faire. Il y a quand même une partie des secteurs où on est où on a réglé et où on est en train de régler des problèmes. La Grande Rue, par exemple. À mon avis, on a des secteurs. Vous prenez souvent un vélo en montant? Ben oui. C'est loin d'être confortable. Hein. Mais en fait, la question, c'est si on veut que ça soit confortable, il faut arrêter la circulation automobile. Non, mais c'est une question aussi de choix d'aménagement, c'est avoir une bande de roulement routière, ça donne une sensation de priorité aux voitures. On va pas faire le chantier de la grande, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Si on peut aller au bout de lors de la dernière commission, parce que moi on ne l'évoque pas comme conseil municipal, je pense que les commissaires et les commissaires de la majorité, notamment, ont évoqué de nombreuses haies qui dépassent sur les bandes cyclables qui sont créées, des talus de propriété communale qui ne sont pas entretenus avec des ronces qui sont sur les pistes cyclables. Ça, c'est la réalité. Annoncer des kilomètres de voies, c'est. Vous pensez qu'on fait rien pour les haies qui dépassent? Vous voulez que je vous réponde? Oui, je pense que la commune n'a pas les moyens de faire ce qu'il faut. C'est en tout cas le constat que nous avons. On n'a pas les équipes suffisantes pour entretenir, que les patrouilleurs doivent revoir aussi le fonctionnement, et je pense que ça aussi c'est un projet que vous avez présenté en passant par des cours, formations. Il y a des exemples, je pense, en 50, je ne crois pas que ce soit l'objet du conseil municipal. C'est vous qui l'apportez, hein. Non, on ne peut pas répondre. Ce que je pense, c'est le problème de la sécurité des mobilités douces. Et quand on voit qu'il y a des trottinettes qui peuvent rouler à 80 km/h sur le territoire de la commune, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de grandes villes, et notamment en Suisse, qui ont des contrôles sur les équipements qui roulent, que ce soit des vélos et des assistances électriques qui sont normalement en des 25, c'est la loi en France, ou que ce soit les trottinettes qui sont également grillées a priori. Donc les engins défilés, ça conduit à des accidents, et le fait que la police municipale s'en occupe maintenant qu'il y a eu un accident grave, je trouve que c'est un peu tard. Elle s'en occupe déjà. Je vous ai expliqué que la police municipale, on avait engagé un travail sur ce qui se passait au bord du lac. Sur le reste, il y a des contrôles très réguliers. Moi, je sens que sur l'ensemble du territoire, il y a des gens sur la matinée qui sont au téléphone à la main, etc. Et qu'aujourd'hui, cette situation, elle n'est pas gérée de manière il faut qu'on puisse, c'est notre proposition, qu'on puisse apaiser et sécuriser la mobilité de tous, que ce soit dans les pratiques, mais que ce soit surtout par les équipements, parce qu'aujourd'hui, le territoire communal n'est pas adapté aux différents types de mobilité douce qui vont devoir cohabiter. Et c'est le problème de toutes les villes. Hein. Il ne suffit pas de dire on va rouler à 30 km/h et tout va se régler. C'était déjà un axe. Voilà. C'était un autre choix politique. En complément. Et en fait, vous n'écoutez pas. Il y a un fossé. Bah non, parce que quand vous changez une rue qui passe de 50 à 30, c'est réel. Et je peux vous dire qu'on se fait quand même engueuler, donc on voit la réalité. C'est pas réel. C'est pas nous. Oui, mais c'est du réel parce que c'est contrôlé. Voilà. Ah si, c'est contrôlé. Et c'est contrôlé, monsieur Augustin. Et en fait, vous savez mieux que tout le monde, en fait. C'est ça qui est bien avec vous, c'est qu'en fait, on essaie de vous démontrer. En fait, c'est ce qui fait notre différence entre majorité et opposition. Nous, on est confrontés à une réalité du quotidien, à essayer de gérer les sujets qui sont les sujets du cadre de vie et des travaux, à gérer les problématiques de RH dans nos équipes, à gérer les problématiques privées, parce que les haies, on peut dire que c'est les équipes de la ville qui ne font pas le job, mais il y a une partie des haies qui débordent. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est en lien avec des sujets RH. Et les sujets RH, c'est les sujets RH de la ville. Mais je peux juste finir mon propos, c'est pas possible encore une fois. Non, je prenais la témoin, vous avez parlé des sujets RH. Voilà. Donc on fait le nécessaire auprès des privés, la police municipale intervient, elle envoie des courriers, on fait couper les quand on doit couper les, on a fait couper une rue Fontaine où nous avons eu un recours, voilà, très clairement. Mais voilà. Le bon exemple. Ça ne gênait pas la mobilité douce. Les gens étaient enceintes. Donc, en fait, non, mais en fait, on va peut-être clore le débat même maintenant. Parce qu'en fait, on débat de sujets
où on tourne en rond parce qu'en fait, vous n'êtes pas d'accord avec notre politique de soutien à la mobilité active, vous n'êtes pas d'accord avec notre plan de mobilité, vous l'avez dit, vous le redites encore ce soir et vous continuerez à le redire. C'est ce que je comprends. Ben oui, vous avez dit, c'est pas utile de mettre à 30 km/h parce que c'est que l'affichage. J'en déduis que vous trouvez que l'idée de mettre la ville à 30 km/h était une mauvaise idée. Voilà. Mais finissez, puis après on clôturera le conseil. Vous venez de dire que je ne soutenais pas votre politique sur mobilité active. À quel moment j'ai dit que j'étais contre la mobilité active? Notre politique, la politique portée par la majorité. Je parle des insuffisances de l'application sur le papier. Votre politique, elle est ficelée en termes de communication, elle est parfaite. Sur le terrain, dans la réalité, c'est pas la même chose. Et étonnamment, c'est là qu'on voit de la politique. Quand on en parle en commission, tout le monde est d'accord, il n'y a pas l'opposition qui vient. Tout le monde se dit oui, les pistes cyclables, c'est quand même un problème en termes d'entretien, etc. Je ne vous dis pas que c'est pas un problème. Le sujet RH, parce que vous me donnez la parole, donc je vais continuer. Le sujet RH, c'est de dire s'il y a des batailles, effectivement, il faut qu'il y ait des gens qui ont envoyé des courriers pour demander aux particuliers de faire la. C'est ce que vous avez dit. Vous avez ciblé, j'ai compris, vous avez ciblé le service RH, le service espace vert. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Vous regarderez au ralenti. Oui, bah oui. J'ai pas dit ça. J'ai dit il y a des, comme le compte de l'eau, c'est la commune qui va entretenir, c'est pas fait. Et il y a des endroits, il y a des c'est aux particuliers de le faire. Voilà. Je suis précis dans les propos, hein, c'est pas, ne déformez pas mes propos. Là encore, on évoque ces sujets de façon très précise, et malheureusement, à tourner les choses sur le sujet politique, vous éludez le point, c'est la sécurisation des mobilités tous. Malheureusement, il y a quelqu'un qui s'est tué en trottinette sur le territoire de la commune. Malheureusement, il y a des accidents de vélo qui sont assez réguliers. Malheureusement, on devrait développer davantage, Vincent évoquait les cyclistes sur la route. Moi, j'ai déjà dit au moins 3 fois en commission la voie verte aujourd'hui pour rouler à vélo. Si on veut se déplacer efficacement, les chicanes sont infranchissables. Pour les utilisations en vélo cargo, elles sont infranchissables. Donc les gens ils prennent plus la voie verte, ils prennent une autre route, ils prennent la route de Brély, ils prennent d'autres itinéraires. C'est un problème d'adaptation du besoin avec votre politique de mobilité. Tu as un débat là-dessus. Vous pensez que c'est de la politique? C'est pas de la politique, c'est du concret. C'est du concret. C'est vous qui dites ça, j'adore. La politique fumeuse dans un PowerPoint. Vous en êtes l'exemple même. Mais bon, allez, on close ce conseil. On close conseil. Bonne soirée.